Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle séance consacrée toujours au module du droit international public et durant laquelle nous allons étudier la troisième source de droit international, à savoir les principes généraux de droit. Donc, de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on essaiera de voir à travers ces diapos. Très bien. Donc, les principes généraux de droit, comme je vous l'ai dit, c'est une troisième source que nous allons étudier. Sauf qu'on fait la distinction entre les principes généraux de droit et les principes généraux du droit. Donc, faites attention à cette divergence entre les deux appellations. Lorsque vous lisez l'article 38 du statut de la CIJ, on s'aperçoit que ces principes généraux de droit sont appelés en réalité les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Alors, pourquoi on a dit reconnu par les nations civilisées? Quelle est la signification de ces principes généraux et quelle est sa portée? C'est ce qu'on essaiera de voir au cours de cette vidéo. Quel est le contenu d'abord des principes généraux de droit? Alors, n'oubliez pas qu'on est en train de parler des sources du droit international public, c'est-à-dire les normes que le juge international est appelé à utiliser lorsqu'on lui soumet un différend, un litige. N'est-ce pas? Donc, soit il se réfère aux traités internationaux, soit à la coutume internationale, et lorsqu'il ne trouve rien, il peut se référer aux principes généraux de droit. Donc, lorsque le juge se trouve dans une situation de non-liqué, comme vous pouvez le lire ici, une situation de non-liqué, en latin, c'est-à-dire une situation où les choses ne sont pas claires. Ici, le juge est confronté à une sorte de blocage, une lacune. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester les bras croisés. Ce sont des juges qui sont très bien formés, mais et aussi qui sont très, très, très bien payés. Donc, il doit fournir un effort. Il n'a rien trouvé dans les traités, n'a rien trouvé dans la coutume. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans les systèmes juridiques des États, dans le droit interne des États. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il va faire dans les droits internes des États, dans les systèmes juridiques des États. Il va essayer de voir si la situation qu'il a entre les mains, est-ce qu'il y a une situation qui lui ressemble dans les droits internes? Il a une affaire de viol qui a été commise par un général d'une armée ou bien par des militaires dans le cadre d'un génocide ou bien des crimes de guerre. Lui, il doit juger selon le droit international. Sauf qu'en droit international, supposons qu'il n'y a pas de traité international qui régule ce domaine pénal, il n'y a pas de coutume internationale dans le domaine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller creuser, piocher, chercher dans les droits internes des États et voir, par exemple, en cas de viol, quelle est la solution qui est donnée par le code pénal, par exemple, de la France, des États-Unis, du Maroc, du Congo, de l'Argentine, de l'Inde, etc. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le juge ne va pas créer une nouvelle règle de droit. Lui, il ne fait que s'inspirer, yaqtabis. Il ne fait que s'inspirer des solutions qui ont été données dans les systèmes internes des États. Donc, le juge ne crée pas une nouvelle règle, il ne fait que s'inspirer des solutions qui ont été données dans les droits internes. Est-ce qu'il est obligé de trouver la même solution dans tous les États? Non. Ici, je l'ai écrit, dans la majorité des États. On a pratiquement presque 200 États qui sont membres de l'ONU, par exemple. Il va voir la majorité, 120, 130, 140, etc. Mais il n'est pas obligé de trouver la même solution dans tous les États. D'ailleurs, il ne trouvera jamais la même solution, la même approche du problème dans tous les États. Mais il doit trouver la même solution dans la majorité des États. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'inspire de cette solution et il l'applique, il la transpose sur le plan international pour trancher un litige qui lui a été soumis
par un État ou bien une organisation internationale. Les deux seuls acteurs, si vous vous rappelez bien, capables d'agir sur la scène internationale en cette matière. Très bien. Attention, il va falloir faire attention concernant certains concepts, certains principes. Les principes généraux de droit doivent être transposables, c'est-à-dire qu'ils doivent être compatibles avec l'ordre international. Ça veut dire quoi? En termes plus simples. Ça veut dire qu'il y a des solutions, ou bien des principes, des règles, des normes qui existent dans le droit interne, mais que tu ne peux pas appliquer sur le plan international. Tu ne peux pas transposer sur le plan international. Il y a un principe qui est très connu. Par exemple, la capacité de n'importe quel individu d'ester en justice, de saisir la justice. N'importe quel individu, qu'il soit au Maroc, en France, aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, etc., a le droit de saisir la justice, d'ester en justice. Mais donc, c'est un principe que vous allez trouver dans la majorité des États. Mais ce principe n'est pas transposable sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que l'individu, le citoyen normal, n'a pas le droit de saisir, par exemple, la Cour internationale de justice, n'a pas le droit de saisir la Cour pénale internationale, n'a pas le droit de saisir, par exemple, l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, ce principe existe pour les citoyens du monde dans leurs États, mais sur le plan international, l'individu n'est pas doté de la personnalité juridique internationale. Donc, il ne peut pas bénéficier de cette prérogative et donc on ne peut pas transposer ce principe sur la scène internationale. Mais par contre, il y a d'autres exemples que j'ai cités ici de principes qui existaient dans les droits internes des États et qu'on a pu transposer par la suite sur le plan international. Je vous ai donné l'exemple de l'abus de droit, le principe de bonne foi, la réparation du dommage, l'engagement de la responsabilité. Par exemple, en droit interne, tout dommage mérite une réparation. Donc, tu causes un dommage à autrui ou bien à un objet, tu dois le réparer. La même chose sur le plan international pour les États, les organisations internationales, etc. Le principe de la force majeure, vous connaissez le principe de la force majeure qui est très, très, très connu, dans pratiquement tous les droits internes. Reste à préciser une chose, c'est que les principes généraux de droit sont des principes généralement aujourd'hui qui ont été codifiés, qui sont écrits, comme je l'ai dit, qui concernent beaucoup plus les exemples que je viens de citer, mais même s'ils ont été écrits, codifiés, donc qui n'existent plus comme auparavant. Vous vous rappelez lorsque je vous ai dit que la coutume internationale a été codifiée, la même chose pour les principes généraux de droit, pour faciliter la tâche aux juges et pour éviter toute ambiguïté, mauvaise interprétation, etc. Donc, on a essayé de codifier ces principes non écrits. Néanmoins, toutefois, il existe quelques domaines où ces principes généraux de droit sont toujours présents, en l'occurrence en matière des droits de l'homme et surtout en matière du droit international humanitaire. Donc là, le juge peut créer, entre guillemets, s'inspirer des règles internes du droit, des droits internes pour créer une règle internationale. La même chose, je vous ai dit en matière de droit humanitaire, surtout par exemple dans le domaine du droit international pénal, par exemple, pour donner une définition au viol et le distinguer de l'attouchement, etc. Vous savez, ça existe en droit pénal de la plupart des États. On fait la distinction entre le viol et l'attouchement. La même chose, le juge s'était inspiré des définitions qui ont été données à ces deux cas, à ces deux actes, pour les appliquer sur le plan international pour les viols et les attouchements commis par des militaires ou bien même des civils dans le cadre de certains génocides, guerres, certaines guerres, etc., etc. Quelle est la portée maintenant des principes généraux de droit? Vous vous rappelez bien, je vous ai dit au début que lorsque vous lisez l'article 38, vous lisez que ce sont les principes
qui sont appliquées par les nations civilisées. Pourquoi on avait dit les nations civilisées? Pour la simple raison, c'est que lorsqu'on avait rédigé l'article 38 à l'époque, la plupart des États du tiers-monde étaient colonisés. Et donc, ceux qui avaient rédigé l'article, c'était les pays européens. Et donc, ils se considéraient à l'époque comme étant les seules nations civilisées. D'ailleurs, vous vous rappelez bien, les campagnes de colonisation, de protectorat, etc. des États avaient pour objectif, au moins objectif déclaré, de civiliser les sauvages, de civiliser les autochtones. Donc, lorsqu'ils ont rédigé cet article à la va-vite, ils ont inséré cette expression de nation civilisée. Aujourd'hui, bien évidemment, après les décolonisations, etc., tous les juristes sont unanimes pour dire qu'on considère que tous les États sont civilisés par défaut. Donc, le juge international, lorsqu'il va s'inspirer des droits internes, il ne va pas exclure les pays du tiers-monde, l'appellation tiers-monde, si vous vous rappelez bien, qui faisait référence à l'ancien régime français, au tiers-État. Donc, le tiers-monde, c'est le monde sous-développé qui détient toutes les richesses, mais qui ne gouverne pas, comme le tiers-État dans l'ancien régime. Maintenant, le juge international ne va pas éliminer, exclure les pays sous-développés, mais il a l'obligation de s'inspirer aussi bien des droits internes des pays développés que des pays sous-développés. On ne parle plus de pays civilisés et de pays, ou bien de nations sauvages. Autre problème, c'est que on trouve des juristes qui reconnaissent la portée des principes généraux de droit et d'autres qui refutent toute existence des principes généraux de droit, à l'image, à l'instar de Jorcel. Jorcel qui vous dit que les principes généraux de droit, c'est pratiquement la coutume internationale. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête avec une distinction entre les principes généraux de droit et la coutume internationale. Sauf que Jorcel, ainsi que d'autres juristes, sont minoritaires dans cette prise de position. Pourquoi? Parce que la majorité dans le domaine de la doctrine estime que les principes généraux de droit ont une existence juridique autonome, à l'image des traités internationaux, de la coutume internationale. Plus que ça, et selon Alain Pelé que j'imagine que vous connaissez, qui a écrit un très bon ouvrage, je ne sais pas si je l'ai derrière moi ici, voilà, celui-là, un excellent ouvrage, Droit international public, de Alain Pelé et Patrick Deyer, qui est une référence en matière de droit international. Alain Pelé, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit non, non, attention, les principes généraux du droit existent bel et bien. Il va plus loin, il vous dit que ceux qui disent que les principes généraux de droit sont assimilés à la coutume internationale commettent une grosse erreur. Ils confondent entre les principes généraux de droit et les principes généraux du droit. Quelle est la différence entre les deux? La différence est simple. Les principes généraux de droit, c'est ce que je viens d'expliquer, le juge va s'inspirer des droits internes des États. Là, c'est clair. Les principes généraux du droit, là, le juge ne va pas faire référence, ne va pas s'inspirer des droits internes des États. Non. Là, il va se baser aussi bien sur les traités internationaux que la coutume pour nous extraire une nouvelle règle. Il ne s'inspire pas des droits internes, mais il se base sur des sources internationales. Bien évidemment, il ne trouve pas une réponse au litige qu'on lui a soumis. Dans les traités internationaux, il n'y a rien. Dans la coutume internationale, il n'y a rien. Mais il essaye de jumeler les deux, de travailler sur les deux, les traités et les coutumes internationales, pour soustraire une nouvelle norme qu'il appelle, que Alain Pelé appelle les principes généraux du droit, et qu'il dit qu'ils sont marqués par leur grande ambiguïté, abstraction, etc. Ils sont difficiles à extraire.
Donc, ça, ce sont les principes généraux du droit. Ici, le juge s'inspire de sources internationales pour extraire une solution. Par contre, les principes généraux de droit, ici, le juge se base sur les droits internes des États et non pas sur des sources internationales, en l'occurrence, pardon, les traités et la coutume internationale. Voilà. Donc, c'était tout pour les principes généraux de droit. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et je vous répondrai volontiers. Merci et à bientôt.